À cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons des volets variés, des nouvelles concernant le chef de la diplomatie égyptienne qui s'est rendu à Barcelone, coïncidant avec le 30e anniversaire de l'établissement, si on peut le dire, et du lancement de dialogue de la coopération dans la région méditerranéenne. Nous allons parler de plusieurs dossiers d'intérêt commun concernant l'Algérie, évidemment, avec laquelle nous avons eu des signatures d'accords effectuées par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli concernant des sujets d'intérêt commun et des dossiers d'intérêt commun. Aussi, nous avons le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui, en marge du sommet de l'Union africaine, a souligné l'intérêt, évidemment, du corridor de Lobito et la future liaison intercontinentale africaine. Il a aussi insisté sur l'accélération des accords avec l'Angola pour stimuler les vols, le commerce et l'investissement. Et évidemment, nous allons rejeter la lumière brièvement sur le G20, le sommet auquel le Premier ministre aussi a assisté les 22 et 23 novembre. Pour nous donner beaucoup d'éclaircissements aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ici au studio Dr Wael Fouad, analyste politique. Dr Wael Fouad, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci, bonsoir. Docteur Wael Fouad, nous allons commencer par la première nouvelle qui concerne le chef de la diplomatie égyptienne, Dr Badr Abdelghati, qui s'est rendu à Barcelone justement pour participer au 10e forum régional de l'Union pour la Méditerranée prévu lundi, coïncidant ainsi avec le 30e anniversaire du lancement du processus de Barcelone, qui a établi les bases du dialogue et de la coopération dans la région méditerranéenne. Et il faut dire que le chef de la diplomatie participera également à une réunion ministérielle pour le lancement de la charte de la Méditerranée. Pour jeter brièvement la lumière sur le 30e anniversaire du lancement du dialogue de Barcelone, en quoi consistait ce dialogue? C'est le dialogue se rapportant aux différentes activités entre les pays européens d'un côté et les autres pays de la mer Méditerranéenne. Cette rencontre est très importante parce que l'Espagne joue un rôle important actuellement et se rapproche beaucoup de l'Égypte. On se rappelle la visite rendue par le roi d'Espagne au 6 octobre et sa visite pour la cimetière du président Sadat. Juste après avoir boycotté avec Israël et refusé de lui procurer les armes demandées. Et donc, ça a été un message très important par le jour de la visite et aussi par le fait de boycotter. Donc, c'est une condamnation indirecte et directe et claire du comportement de l'État occupant contre la bande de Gaza et ses habitants. Il y a aussi une charte, le chef de la diplomatie, Dr Badr Abdelghati, va également participer à une réunion ministérielle pour le lancement de la charte de la Méditerranée. En quoi consiste cette charte? En effet, c'est une charte pour rapprocher l'union et la coopération entre les pays européens d'un côté et les pays africains du sud de la Méditerranée. Donc c'est une charte très importante pour la transmission de la technologie, pour l'économie verte, pour les sources d'énergie. Donc l'Europe s'est rendue compte que voilà, les Africains sont plus proches de nous par rapport aux autres forces ou bien les 5 puissances mondiales. Donc c'est un moyen de dire, d'envoyer un message aux États-Unis de ne pas se croire le support unique et principal des Européens. On se rapproche. Aussi, on n'oublie pas que la guerre en Ukraine et entre la Russie et l'Ukraine ont soulevé plusieurs dossiers, ont imposé une inflation concernant l'économie européenne. Il y a eu aussi, nous n'oublions pas que l'hiver va bientôt venir, donc c'est nécessaire de régler les dossiers qui ne sont pas encore mis au point
mis au point pour l'énergie, pour la transmission ou bien la main-d'œuvre capable de travailler en Europe à moins d'être qualifiée. Aussi, le ministre de l'Enseignement et de l'Éducation vient de signer un accord avec l'Italie pour l'installation de 90 écoles techniques. Donc, on cherche la qualité de la main-d'œuvre égyptienne. À votre avis, quels sont les points essentiels ou les caractéristiques les plus importantes qui constituent le fondement des pays de la coopération des pays du bassin méditerranéen? Le fait de se prendre comme égaux, de penser que voilà, vous manquez la jeunesse, l'Europe a un déficit en peuple jeune, c'est-à-dire que les personnes qui dépassent l'âge de 45 ans sont plus beaucoup nombreuses par rapport à la jeunesse. Donc c'est une question de la main-d'œuvre. Donc c'est nécessaire de penser qu'il y a une nécessité de coopération. Donc, égalité, tête-à-tête, besoin d'échanges communs, partage de l'intérêt commun des pays, le fait de penser à autres pays que la Turquie et sa main-d'œuvre installée surtout en Allemagne, par exemple. Donc, il faut diversifier les sources de la richesse humaine, du recrutement du personnel dans les différentes usines. Aussi, nous n'oublions pas qu'il y a de nombreuses entreprises qui viennent s'installer dans la zone économique du canal de Suez. Donc, l'Égypte devient pour l'Europe une source d'attraction. L'association pour les sources d'énergie, l'économie verte, la jeunesse, la main-d'œuvre, l'échange de la génie et des compétences concernant la formation de nouveaux cadres pour le travail dans différentes entreprises, soit installées en Égypte ou bien pour l'immigration de la jeunesse égyptienne et africaine en Europe. Très bien. Nous allons passer à un autre dossier aussi qui nous concerne et qui nous tient à cœur. Eh bien, un dossier abordé aussi par le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, qui a eu un échange téléphonique avec Hussein Cheikh, vice-président de l'État de Palestine, pour coordonner les développements ou le développement à Gaza et l'escalade en Cisjordanie. Il faut dire que le ministre a réaffirmé la position égyptienne en faveur du maintien du cessez-le-feu à Gaza, de l'acheminement sans obstacle de l'aide humanitaire et le lancement d'un processus politique fondé sur les résolutions internationales et le principe des deux États, conformément aux résultats du sommet Sharm el-Sheikh. Sur un autre plan, évidemment, et concernant l'acheminement de l'aide humanitaire sans entrave ou sans obstacle, il faut dire que le 82e convoi des camions d'aide humanitaire a commencé à entrer dans la bande de Gaza par la sous-porte du poste frontière terrestre de Rafah en direction des points de passage de Karam Abou Salem et de Oja en préparation de son acheminement à l'intérieur de la bande. Le Croissant Rouge égyptien a annoncé que le convoi transportant environ 260 000 paniers alimentaires comprenant de la farine, des fournitures médicales et de secours ainsi que plus d'une tonnes de produits pétroliers. Il contenait également des fournitures hivernales essentielles pour soulager les souffrances des habitants, notamment environ 15 400 tentes. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci madame. Monsieur l'ambassadeur, évidemment, des pourparlers ont eu lieu entre le chef de la diplomatie égyptienne et Monsieur Hussein Cheikh, vice-président de l'État de Palestine, pour coordonner les efforts visant à œuvrer sur le développement à Gaza et aussi pour examiner l'escalade en Cisjordanie. Comment évaluez-vous la situation actuelle à Gaza ? À la lumière de la résolution du Conseil de sécurité
qui a entériné le plan de paix de M. Trump, le président américain. La résolution qui a été adoptée le 17 octobre dernier. Nous sommes maintenant à l'approche des négociations portées sur la deuxième phase de la mise en œuvre de ce plan de paix. Et la première phase va s'achever sous peu, car il ne reste que 2 corps des Israéliens que Hamas ou le djihad islamique va libérer à la Croix-Rouge internationale. Alors dans ce cas-là, on attend toujours le début des négociations pour la première phase, la deuxième phase, excusez-moi. La deuxième phase est une phase vraiment critique, car un de ses objectifs est le désarmement de Hamas. Et c'est une question très critique, c'est une question sensible où les opinions des uns et des autres divergent. Les Américains et les Israéliens, d'un côté, veulent désarmer pas seulement le Hamas, mais toutes les autres organisations armées, organisations palestiniennes, mais d'un autre côté, ces organisations, ces mouvements demandent qu'un emploi du temps précis soit établi quant au retrait final des forces israéliennes dans la bande de Gaza. Et certainement l'Égypte, de son côté, travaille sur ce dossier et d'autres questions liées à la deuxième phase. Par exemple, l'établissement d'un organe palestinien pour gérer les affaires courantes dans la bande de Gaza durant la deuxième phase. Monsieur l'ambassadeur, nous envisageons à présent, nous, en tant qu'Égypte et pays voulant établir le cessez-le-feu, donc ces pays œuvrent à l'établissement d'un cessez-le-feu, pensent à la reconstruction de Gaza ou œuvrent à la reconstruction de Gaza, à un moment où les forces israéliennes continuent d'enfreindre au processus, à l'accord de Sharm el-Sheikh et au cessez-le-feu. À votre avis, comment analyser ce paradoxe et comment œuvrer à la lumière de ce paradoxe, de cette contradiction? Vous avez raison, madame. Certainement, les Israéliens ont leur propre plan et leur disposition à mettre en œuvre, à répondre à la résolution du Conseil de sécurité reste douteux, mais ça n'empêche pas que l'Égypte, avec le Qatar, la Turquie et l'administration américaine, œuvrent pour un cessez-le-feu total dans la bande de Gaza et le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. En tout cas, on ne va pas céder aux pressions israéliennes et je crois que la diplomatie égyptienne restera engagée dans ce chemin pour parvenir à mettre fin à la guerre israélienne contre les Palestiniens à Gaza et établir heureusement une paix qui va servir les intérêts des Palestiniens et les intérêts des Israéliens, c'est-à-dire l'établissement d'un État palestinien indépendant qui vivrait en sécurité et en paix avec Israël. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, vous êtes l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci pour votre intervention.
De retour à mon invité, Dr Wael Fouad, analyste politique. À votre avis, je reprends la même question. À votre avis, comment peut-on agir ou comment peut-on prendre des décisions à la lumière de ces enfreintes, à la lumière de cette agression qui continue toujours sous prétexte d'un malentendu concernant la livraison des otages et autres. Comment peut-on espérer vraiment une reconstruction de Gaza? Tout au début, il faut garder la patience et bien écouter les paroles prononcées par les autorités israéliennes. Ces autorités cherchent toujours à créer des problèmes. Donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas attendu très brièvement d'avoir ou bien d'écouter la dernière balle concernant ce sujet. C'est-à-dire que il y aura toujours des discussions, il y aura toujours des conflits, des problèmes à être créés, des malentendus pour freiner ce processus. Et faire perdre à l'Égypte son pouvoir et faire perdre à l'Égypte son poids sur le plan international. Comme on vient de dire, nous sommes, le ministre de la diplomatie égyptienne est à l'Espagne. Et d'un côté, depuis quelques semaines, le président s'est rendu en Europe et le Conseil européen. Et donc l'Égypte prend de plus en plus de place, de force, de pouvoir sur la scène internationale, surtout européenne et de la Méditerranée. Donc c'est un but de l'État occupant à arrêter cette floraison de la puissance égyptienne. Donc il n'y a pas lieu de dire ah voilà un jour ça va s'arrêter définitivement. Autre question, il y a toujours le problème du Premier ministre de l'État occupant qui cherche à se libérer de tout, d'être poursuivi par la justice, donc il ne veut pas arrêter. D'autre côté, les islamistes et les djihadistes ont décidé de ne plus se désarmer. Et donc, soit les problèmes viennent de l'État occupant, soit le problème vient du sein même des autorités israéliennes. Donc on continue à faire face à des problèmes qui s'arrêtent le jour où les joueurs sur la scène de la Palestine et de l'État occupant disparaissent définitivement et on crée une nouvelle autorité palestinienne nationale fidèle à l'État par d'autres figures et aussi un autre gouvernement à l'État occupant pour terminer toutes ces histoires du refus indirect de mettre ou bien de donner la possibilité à l'État palestinien de voir le jour. À présent, nous allons passer à un autre volet tout à fait différent concernant les pièces antiques qui nous sont très chères et évidemment il y a des voix qui se sont soulevées justement pour haussant le ton justement demandant la restitution des pièces antiques de l'Égypte qui sont sorties d'une manière illégale et qui sont dans plusieurs musées à l'étranger, notamment ce sentiment, si on peut le dire, s'est ravivé suite à l'inauguration du grand musée égyptien, quand tout le monde s'est trouvé face à cette grandiosité incarnée. Et donc des voix se sont soulevées surtout pour le retour de la reine ou du buste de la reine Néfertiti. Et justement, c'est pas du tout facile, mais disons qu'il y a des pourparlers et des demandes. Et en fait, nous allons nous adresser à Canberra, en Australie. Et il faut dire que 17 pièces archéologiques datant de différentes périodes ont été officiellement restituées à l'Égypte. Et le vice-ministre a salué cette décision. Le vice-ministre qui est le vice-ministre des Affaires étrangères et qui a rencontré Tony Burke, le vice-ministre des Affaires étrangères Nabil Habashi, qui a salué cette décision. Le vice-ministre a salué aussi cette décision qui coïncide avec le 75e anniversaire
relations diplomatiques entre les deux pays, entre l'Australie et l'Égypte, et l'ouverture du grand musée égyptien, soulignant l'importance évidemment de la protection du patrimoine et de la lutte contre le trafic illicite d'artefacts. Et la résolution fait suite à un suivi juridique depuis 2019, culminant avec la décision de la Cour suprême australienne à préserver le patrimoine humain commun. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Nadia Khalil, guide touristique. Madame Nadia Khalil, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame et bonsoir à tous vos spectateurs. Madame Nadia Khalil, évidemment, des voix se sont élevées justement suite à l'inauguration du grand musée égyptien, demandant la restitution des pièces antiques qui appartiennent à l'Égypte et qui se trouvent à l'étranger. Où en sommes-nous quant aux réponses justement de ces États et de ces musées? Je vais vous dire une chose. C'est vrai que l'Égypte et tout autre pays qui, dans son patrimoine, a été, je vais dire, volé, dans le sens qu'il a été pris sans son gré, c'est normal qu'il réclame la récupération de ses œuvres. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines pièces qui ont été offertes. Il y a d'autres pièces remises, nous allons dire, aux missions étrangères qui faisaient oui, parce que c'était le partage, l'accord qu'il y avait l'État, l'Antiquité et les missions qui se doivent faire après cela à 10%, mais tout illégalement du pays, droit de l'héritage. À leur tête, Il y a la pierre de Rosette, il y a le buste de Nefertiti, il y a le plafond là, de Dendera, disons, qui ont été prises en fraude illégalement. Et c'est pour cela que les n'arrêtent pas de les une comparaison de ces œuvres. Vous savez bien, les musées dans lesquels elles sont exposées, tellement on ne donne pas aucun acte positif. Et pensez-vous qu'à l'heure actuelle, compte tenu de la présence, par exemple, des réseaux sociaux, de leur pression et des quelques qui se sont mobilisés, est-ce qu'on paierait quand même une réponse positive? Bien sûr, il y a tout plein de petites choses. L'œuvre majeure, que ça serait vraiment très très dur les négociations. Dans les dont vient de citer. Vous pouvez pas imaginer il tient à la buste de Nefertiti de Berlin. À tel point que quand on l'a réclamé pour l'exposer ou aussi pour le musée athénien, j'espère bientôt. Et moi, ils refusent de nous d'y discuter même à ce sujet. Et nous avons une nouvelle 17 pièces restituées à l'Égypte de Ali, datant de différentes périodes. Consiste-t-il? Pardon. Oui. Excusez-moi. Oui. Apparemment, il y a là un petit problème technique. Merci beaucoup, Madame Nadia Khalil. Je vous en prie. Vous êtes, je le répète, guide touristique. C'est vrai que vous êtes analyste politique, mais en tant qu'Égyptien, que ressentez-vous quand on parle de la pierre de Rosette, du buste de Nefertiti, quand on parle du plafond de Dendera, ou quand on parle de toutes les pièces qui sont, surtout, qui sont sorties illégalement? Oui, illégalement, parce que nous avons, ou bien certains Égyptiens ont aidé ces sorties illégales. Et il n'y a pas la loi, en ce temps-là, il n'y a pas une loi fiable pour arrêter tous ces commerces au marché illégal des monuments égyptiens.
Et nous éprouvons toujours la fierté et la gloire de la civilisation égyptienne. Nous sommes je ne veux pas dire que c'est une race distinguée, mais c'est une civilisation du monde entier. Et donc, je me rappelle la visite rendue au Louvre dans les années 2005 et toute une partie, très grande partie consacrée à la civilisation égyptienne. Et je me suis posé la question pour quelle raison toutes ces œuvres ont été transportées. Et pour quelle raison il y a plus que 30 obélisques, on dit, ou bien obélisques, oui, qui figurent partout dans le monde. Comment ces obélisques ont été transférés et par quels moyens ils ont été déplacés? C'est vrai qu'on ressent de la jalousie quand même. Ce sont nos pièces antiques, notre civilisation. Oui, c'est vrai que c'est bien on s'approprie et sinon, ce sont les miennes, les pièces qui nous appartiennent. C'est vrai que c'est une bonne réclame, si on peut le dire, quand on expose ceci à l'étranger. Comme vous l'avez dit, c'est le patrimoine de l'humanité. Oui. D'accord, on accepte que quelques pièces soient exposées à l'étranger, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y en a de trop quand même. Oui, assez de trop, c'est vrai. Et le problème, c'est que je viens d'écouter maintenant que Madame dit que voilà, il refuse de nous prêter nos pièces. C'est pour quelle raison, avec quelle audace il parle? Surtout Nefertiti, parce qu'elle est très particulière et apparemment la statuette ou le buste vraiment était fait d'une manière tellement artistique et très bien conservé surtout. C'est l'art, c'est toute une civilisation. Effectivement. Eh bien, nous allons retourner à la politique et au Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et son homologue algérien Safi Rib qui ont assisté mercredi à la signature d'un ensemble de documents visant à renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Voyons les détails dans ce compte rendu. Lors d'une cérémonie tenue au complexe gouvernemental de la nouvelle capitale administrative, un protocole d'accord a été signé entre le Conseil national égyptien d'accréditation et son homologue algérien. Un protocole d'accord a aussi été signé entre les deux gouvernements dans le domaine du logement, de l'aménagement urbain et de l'urbanisme. Un protocole d'accord a également été signé entre le Centre égyptien de recherche agricole et l'École nationale supérieure algérienne d'ingénieurs agronomes. Les deux premiers ministres ont également témoigné la signature d'un protocole d'accord entre l'université égyptienne El-Azhar et l'université algérienne Ahmed Draï d'Adrar. Un protocole d'accord a en outre été signé entre le ministère égyptien des Affaires parlementaires, juridiques et de la communication politique et le ministère algérien des relations avec le Parlement. Un programme exécutif a été signé entre les ministères de la jeunesse et des sports des deux pays. La cérémonie a vu la signature d'un programme exécutif de coopération culturelle entre l'Égypte et l'Algérie. La cérémonie a été marquée par la signature d'un protocole d'accord entre le ministère égyptien du développement local et le ministère algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports. Un protocole d'accord pour un dialogue dans le domaine financier a été signé entre les ministères des Finances des deux pays. Lors de la conférence de presse conjointe tenue à l'issue de la 9e session du Haut Comité mixte égypto-algérien au Caire, le Premier ministre algérien a déclaré que la tenue de cette session avait constitué une bonne occasion de procéder à une évaluation globale du niveau de coopération entre les deux pays et d'examiner les moyens de la développer à la lumière des grandes opportunités créées par l'élan exceptionnel des économies des deux pays. Le Premier ministre algérien avait déclaré mardi, lors de sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi, avoir la forte volonté de continuer à consolider la coopération et intensifier la coordination et la consultation, en particulier à la lumière des circonstances que traverse actuellement le monde arabe. Il s'agit toujours du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui, en marge du sommet de l'Union africaine, a souligné l'intérêt qu'a l'Égypte pour le corridor de Lobito, future liaison intercontinentale africaine. Il a aussi insisté
porter sur l'accélération des accords avec l'Angola pour stimuler les vols, le commerce et l'investissement mutuel. Le point. Lors de son entretien avec le président angolais João Lourenço, le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé la volonté des entreprises égyptiennes d'investir dans le corridor de Lobito en capitalisant sur leur vaste expertise dans les projets d'infrastructure réalisés à travers l'Afrique. Ces propos ont été tenus en marge du 7e sommet Union africaine-Union européenne qui s'est déroulé du 24 au 25 novembre à Luanda en Angola. Le corridor de Lobito reliant l'Angola et la RDC et la Zambie est destiné à devenir la première liaison transcontinentale d'Afrique. Il réduira drastiquement le transit des marchandises d'un mois à une semaine vers la mer, transformant ainsi la logistique en Afrique centrale et australe. Le Premier ministre a fait savoir que l'Égypte s'intéresse à mettre en œuvre les mémorandums d'entente signés avec l'Angola et en négocie d'autres qui ouvriront la voie à l'organisation de vols aériens entre l'Égypte et l'Angola et encourageront les investissements et les échanges commerciaux. Les deux pays envisagent d'organiser la prochaine session de leur comité conjoint les 4 et 5 décembre 2025 à Luanda, compte tenu de la volonté commune de développer leurs relations bilatérales, a-t-il ajouté. Le président angolais a pour sa part souhaité accroître la coopération conjointe avec l'Égypte, tous azimuts, espérant donner suite aux accords conclus lors du sommet. Représentant le président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté à la session d'ouverture du 7e sommet Union africaine-Union européenne tenu à Luanda. Cet événement majeur se déroule sous la bannière Renforcer la paix et la prospérité à travers une coopération efficace multilatérale. La séance inaugurale s'est tenue en présence du président angolais, de plusieurs chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Union africaine et de délégués d'organisations internationales, régionales, du secteur privé et de la société civile. Ce sommet célèbre les 25 ans d'un partenariat et d'une coopération solide entre les deux continents. L'agenda des discussions inclut les défis globaux, la paix, la sécurité, les flux migratoires, le changement climatique, la transition vers l'économie verte et les questions de santé. De retour au studio avec notre invité, Dr Wael Fouad, analyste politique. Dr Wael Fouad, très brièvement, en quoi consiste ce corridor assurant la liaison intercontinentale? C'est comme vous venez de dire, c'est un moyen pour établir de l'Égypte avec les autres pays africains pour plusieurs objectifs, entre autres, c'est faciliter le transport des articles égyptiens pour les pays africains. Faciliter l'import et l'export, donc rehausser l'échange commercial, donc fortifier l'économie de l'Égypte avec les autres pays africains, étendre le pouvoir égyptien dans le continent africain, une menace directe contre l'État éthiopien qui nous menace d'un jour à l'autre avec la question du barrage et de l'eau et de... Donc l'Égypte reprend son pouvoir, ses relations, et on oublie ces temps ou bien ces années qui ont été, au cours desquelles les pays africains ont été négligés, surtout après l'attentat à la ville du président Moubarak et puis les crises égyptiennes au début de... Très bien. Docteur Wael Fouad, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ici au studio. Merci. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de soirée, un bon week-end et à la prochaine.